Je ne suis pas issu d'une famille d'architectes. Parfois c'est héréditaire, ça. Donc mon papa était plutôt ouvrier, ma mère fonctionnaire dans une banque, enfin assurance, quoi. Et moi, depuis, ça a commencé en primaire. Donc je pense, vers 10 ans, je me suis dit que j'allais être architecte. J'ai commencé l'architecture un peu par hasard. Je me suis décidé au mois de septembre de rentrer à la Cambre. Et en fait, l'envie et l'amour de l'archi est venu en faisant. D'accord. Là, on va être dans la belgitude totale. Avec mes parents, on allait à Batibo. Et avec le recul, je trouve ça rigolo parce que moi je déteste Batibo, je déteste ce genre de salon. Mais il faut quand même constater que c'était dans la belgitude, dans le petit belge qui a une brique dans le ventre, se rentre au salon de Batibo. Ouais, c'était un peu la sortie familiale comme ça, tu vois. Je me suis toujours demandé pourquoi, parce que mes parents n'ont jamais rien construit. Je pense que j'ai été, à mon avis, un peu influencé par mes parents qui ont construit leur maison eux-mêmes dans les années 80. Et donc j'ai vécu le chantier depuis l'âge de mes 6 ans, quoi. Et ça a duré quelques années, donc effectivement, j'ai toujours aimé l'architecture, mais plutôt dans la construction, quoi. Donc quand j'étais étudiant, je travaillais avec un entrepreneur qui maintenant travaille pour nous, mais ça a toujours été plutôt dans ce sens-là, pas de la conception de l'espace, mais plutôt de la construction qui m'intéressait en fait. On allait là, et en fait, moi, ça me passionnait parce qu'on allait voir des maisons, des petites fermettes reconstruites dans le Grand Palais 12. On pouvait rentrer dedans, visiter la chambre. C'était un peu le parcours Ikea avant l'heure, quoi. Hein? On pouvait voir les salles de bain, le petit salon. Et donc voilà, moi ça m'a intéressé. Et je pense qu'il y avait la question qui était bien présente d'aménager un espace et le dessiner. Moi j'aimais beaucoup dessiner. Tu dessines toujours? J'ai jamais eu de carnet comme ça. Il y a des gars comme ça qui ont des carnets, qui remplissent des carnets de croquis, de dessins. Moi, j'ai jamais eu ça, mais j'adore dessiner. Donc, quand il faut concevoir des projets, je n'hésite pas à me fendre d'une petite perspective. Je suis assez fidèle dans mes choix. Et donc ça m'a poursuivi en fait. Parce que à l'adolescence, j'aurais pu très bien dire bah non, je vais faire banquier ou pompier. Non, j'ai toujours suivi cette idée-là et bien m'en a pris parce que je suis heureux dans mon métier malgré les difficultés. On n'a pas concrétisé les projets publics, ce qui fait qu'on n'a pas de référence et qu'à l'heure actuelle, on est exactement au même stade d'évolution de bureau qu'il y a 5 ans. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas aller voir les jeunes bureaux en leur disant « venez avec nous, on va faire des projets, grâce à vous, on va être sélectionnés parce que vous êtes jeunes, parce que nous, on a les références, on ne les a pas ». Donc on est obligé de faire des associations et à l'heure actuelle, de toute façon, les marchés sont tellement encombrés que c'est assez difficile. On idéalise beaucoup hein, les métiers qu'on va faire, certainement l'architecte. On idéalise beaucoup l'architecte qui est dans son bureau avec ses collaborateurs en train de concevoir de magnifiques projets et puis ça roule et ça construit à mort. Mais non, je pense que un peu comme tout le monde, a été confronté à la réalité qui est beaucoup plus terre à terre, administrative. Je pense qu'on ne retient pas ça, on retient les bons côtés, les moments où le bâtiment est construit. Et globalement, j'ai envie de dire que je suis quand même satisfait du parcours.
Comment est-ce qu'on objective la qualité? Je pense qu'on devrait objectiver la qualité sur... Ouais, c'est une bonne question. Idéalement, pour juger si le projet est bien ou pas, on doit se détacher de ce qu'on pense nous. Et donc, faire un peu comme un bon pédagogue, en fait, un bon enseignant. Un gars qui écoute ce que son élève a à dire et qui va essayer plutôt de lui donner quelques pistes de réflexion. Et donc du coup le pédagogue il va pas dire ah tiens fais plutôt ça ou ça parce que ça lui plaît à lui quoi. Et donc quelque part on doit pouvoir voir un bâtiment et se détacher de tous les liens, toutes les images qu'on a dans notre tête. Et juste laisser guider par ce que le bâtiment raconte. Alors raconte un peu l'histoire, une famille qui habitait à Binge, mais voulait se rapprocher de Bruxelles. Oui, et trouve un terrain ici à Braine-l'Alleud et vous appelle pour construire cette maison d'habitation. Quand vous êtes arrivé ici, la difficulté du terrain, c'était quoi? Donc on se retrouve avec un terrain qui a une déclivité d'un étage entre la façade avant et la façade arrière. À part ça, il avait une très bonne orientation et aussi un terrain qui était très fin parce que entre mitoyenneté. Entre mitoyens, mais dans l'image que l'on voit aujourd'hui construite, la maison à droite était déjà construite, mais la maison à gauche n'était pas encore construite. Elle a été construite simultanément à notre projet. D'accord, donc vous ne saviez pas, dans l'écriture architecturale que vous avez inventée, vous ne saviez pas ce qu'il allait avoir à côté. Pas du tout. Et donc maintenant que vous voyez les trois bâtiments, est-ce que tout ça correspond à votre idée? Est-ce que ça devient intéressant, ce patchwork d'architecture différente? Moi je trouve que le résultat est assez bon parce qu'on voit l'expression de chacun, l'expression existante des années 70 et puis deux types d'expressions, une expression moderne à droite et nous actuelle au centre ou en tout cas avec un autre point de vue, plus de création et pas de répétition d'un modèle existant, quoi. Quand est-ce qu'est venue l'idée de ce matériau qui vient du toit et descend jusque la façade? On était dans un projet entre mitoyens dans lequel on devait mettre beaucoup d'étages parce qu'on a un rez-de-jardin, un rez-de-chaussée et 2 niveaux au-dessus. Et on savait qu'on allait devoir percer de manière un peu parfois compliquée la maison. On savait que le toit en façade arrière allait redescendre très très bas et on voulait pas avoir une expression d'une maison qui soit un toit, mais plutôt l'expression d'une maison qui soit un ensemble, une enveloppe pour le logement qui est à l'intérieur, quoi. Et donc on a fait descendre le matériau de toiture jusqu'au sol, mais on a fait en sorte que ce matériau de toiture ne soit pas perçu, ou en tout cas moins perçu comme un matériau de toiture, mais plutôt comme un matériau de revêtement le plus uniforme possible et le plus lisse possible. La maison est construite sur un noyau central. C'est quelque chose d'intéressant en architecture, ce noyau central. Ça permet de résoudre des difficultés ou... On est sur une maison qui ne fait que 6 mètres, un terrain qui ne fait que 6 mètres de large, et donc si on voulait travailler dans la longueur avec un escalier droit, on perdait 1 mètre pour l'escalier plus 1 mètre pour la circulation, et donc on n'avait plus que 4 mètres dans les étages, ce qui ne fonctionnait pas. Et donc on a pris le parti de mettre l'escalier au centre de la maison et d'y accoler toutes les techniques. C'est assez classique, mais ça permet d'être rentable au niveau de l'espace et de bien scinder l'espace à l'avant et à l'arrière de la maison. Et la salle de bain des enfants. Et donc, en fait, c'est quasiment plus lumineux qu'une pièce avec une baie, parce qu'en fait, la fenêtre, elle est plus grande, quoi. Et donc, en fait, tu as une salle de bain qui est
ultra lumineuse. Lumineuse. Pour une pièce intérieure, c'est assez fou. C'est plus lumineux que la chambre, quoi. Est-ce que votre architecture serait une architecture contextuelle, mais de dialogue? Oui, je pense que c'est vraiment ça. Enfin, nous, on est toujours très inspirés par le contexte environnant pour concevoir la volumétrie. La volumétrie, les fenestrations, la matérialité du projet. Et à l'intérieur, on est effectivement influencé par le contexte, mais aussi je pense qu'on laisse vraiment le client s'exprimer. Et c'est important parce que c'est lui qui va habiter la maison, quoi. On a des envies de matérialité très fortes, mais qui sont difficiles à transmettre aux clients, quoi. Et donc c'est pas évident d'avoir des clients qui sont ouverts à des choses très, très compliquées ou très riches. Et donc on part toujours plutôt dans la sobriété et on y amène le mobilier. C'est ça qu'on fait en fait. Nous, on aurait aimé effectivement mettre ce panneau sapin par terre, mais on sait que c'est problématique, que techniquement c'est assez complexe, qu'au niveau de l'entretien et de la pérennité du matériel, c'est pas forcément extrêmement efficace. Donc on essaye de laisser les clients s'exprimer en les contrôlant et en les orientant par rapport à l'ambiance que nous on voudrait aussi leur offrir dans la maison.